Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Le sommaire en 4 actualités. Michel Lebris, Patrick Chamoiseau, 2 écrivains bourlingueurs qui osent la fraternité avec les migrants. Le long pont de l'annexion en Crimée. Google brouille un peu plus la frontière entre le robot et l'humain. Et enfin, islam en France. L'État doit-il l'organiser ? Il nous faut toujours réaffirmer qu'il n'y a pas dans notre pays, d'un côté les musulmans et de l'autre les Français. La question de l'organisation de l'islam en France ressurgit à l'occasion du premier jour du Ramadan, le mois sacré des musulmans, et à propos de l'arrivée en France de 300 imams étrangers venus porter renfort aux mosquées dans le cadre d'accords bilatéraux qui datent des années 90 et que contestent certains membres de la droite. Par ailleurs, une réflexion a été lancée par le gouvernement en janvier dernier et devrait déboucher sur des propositions avant la fin du Ramadan. Et d'ailleurs, est-ce à l'État français d'organiser l'islam de France ? On en débattra, mais pas avant d'avoir reçu 2 merveilleux complices, 2 écrivains bourlingueurs qui exsudent la générosité, la fraternité, le goût des lettres et de l'autre avec un grand A. Michel Lebris, fondateur du Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, et Patrick Chamoiseau, romancier de la créolité. Et puis enfin, nous retrouverons en dernière partie d'émission Messieurs Bauduit et Saltiel avec le programme, et le voici. Bonjour. Bonsoir, oui, bonsoir. Nous aussi, nous sommes des bourlingueurs. Ah bon ? Bah oui, enfin. En loge et en couloir. Voilà, c'est ça, ouais. En couloir. Ouais. Non, vous savez, Vladimir Poutine a inauguré un pont entre la Russie continentale et la Crimée, grosse valeur symbolique, une région qu'il a annexée il n'y a pas longtemps. Moi, je vais vous emmener dans cette région-là, mais durant l'Antiquité, vous allez voir, c'est déjà une zone de contact. Et vous ? Bon, on s'intéressera à la dernière trouvaille de chez Google. C'est un robot qui imite parfaitement la voix humaine et c'est aussi innovant que terrifiant. C'est absolument terrifiant, je vous le confirme. Nadia Dame, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Saint-Malo, la mer, les Évidemment, embruns, bien sûr, frères le festival. océans, voilà, tous les symboles sont là avec cette magnifique encre. Benjamin Sportouche, bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes mes complices pour accueillir, alors, une légende vivante, s'il vous plaît, Michel Lebris, qui a édité Nicolas Bouvier, entre autres, grand écrivain voyageur. Vous avez fondé le Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. On est ravis de vous avoir avec nous, Michel Lebris, et Patrick Chamoiseau, le Goncourt 92, faut-il le redire, Texaco. Et puis, vous êtes l'invité d'honneur de cette édition ? Vous êtes un grand invité. Vous êtes un grand invité de l'édition Étonnant Voyageur. Vous connaissez le festival depuis quand ? Depuis très longtemps, il me semble, dès l'origine. Dès l'origine ? Ce qui a la puissance de Michel Lebris, c'est qu'il a des antennes assez ouvertes. Larges. Et très très larges. Ouais. Et il s'est très rapidement intéressé à ce que disait Glissant, à ce que nous faisions après l'éloge de la créolité. Et il nous a contactés très très vite et nous a invités bien gentiment à venir exposer les idées. Et ça a été assez régulier. C'est un festival où la littérature est en acte et en action, mais on va parler du festival, mais aussi de la parution de cet ouvrage, Osons la fraternité. Et pourquoi, en ce moment, la fraternité avec les migrants, pourquoi est-elle indispensable et pourquoi redonne-t-elle une dignité à ceux qui l'osent et aux migrants ? On en parle d'abord, ou plutôt après votre portrait à tous les deux, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Vous êtes d'une docilité suspecte, Michel Lebris. Ouais, allez, le portrait. En tapant Michel Lebris sur Internet, on découvre votre barbe de pirate et ces images de vous en 1977 dans lesquelles vous clamez votre amour pour l'océan. La mer, c'est qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas, au-delà de la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, vous la découvrez il y a 74 ans lors de votre naissance à Plougasnou. Vous participez aux événements de 68, dirigez le journal La Cause du Peuple, participez à la création de Libération, devenez spécialiste de l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson et surtout, ne cessez jamais d'écrire. Chaque livre est comme une porte pour moi qui ouvre sur un monde, autant de livres, autant de mondes. C'était ça qui me faisait rêver quand j'étais gosse, c'est ça qui me fait rêver encore aujourd'hui. En 1990, vous lancez le Festival littéraire Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Samedi débutera sa 29e édition avec pas moins de 284 invités migrateurs, dont beaucoup ont déjà fait escale chez nous à 28 minutes. Isabelle Autissier, Anki Bilal, Asli Erdogan, Jean-Louis Etienne, Jean-Pierre Perrin, Omar Youssef Souleiman, ainsi que 3 immortels, Dany Laferrière, Jean-Christophe Ruffin, Éric Orsena. Vous-même, Michel Lebris, êtes convié à votre propre festival car vous avez passé les clés à votre fille Mélanie en 2015. Et en invité d'honneur, vous, Patrick Chamoiseau, qui êtes d'ailleurs un habitué d'Étonnant Voyageur. Vous avez tous les deux chapeauté cet ouvrage, Osons la fraternité, une réflexion sur l'exil, l'exode et la migration par 30 écrivains, dont vous-même. Le festival tire son nom du poème Voyage de Charles Baudelaire qui commence par « Étonnant voyageur, quelle noble histoire nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers » et se termine par ces mots « Dites, qu'avez-vous vu ?» Et vous, Michel Lebris et Patrick Chamoiseau, quel sera votre prochain voyage ?
Voyage intérieur, extérieur, qui sait? Hein? Ah bah demain, Saint-Malo. Ah bah oui, ça ouvre demain. Ça ouvre demain. Voilà. Oui. Hein? Et jusqu'à lundi soir. Jusqu'à lundi soir. Jusqu'à lundi soir. Alors, revenons sur ce livre que vous avez co-dirigé tous les deux. Osons la fraternité avec les migrants. On en est là? C'est une audace d'oser la fraternité? Bah, non, audace, je ne sais pas. C'est pour moi un minimum. Tout de Vital? même, quoi. Oui. Et l'année dernière déjà, donc nous avions fait un programme assez fort sur cette question des migrants qui nous interpelle dans ce qu'il y a de plus simple, c'est qu'est-ce que c'est que l'humanité, qu'est-ce que c'est qu'être humain, quelle idée on se fait de soi et des autres, et qu'est-ce que l'on perd aussi en humanité quand on détourne les yeux. C'est aussi bête, simple que ça. Et après... effectivement, est née cette idée. Il y avait Philippe Ray, il y avait Christian Serrano qui aurait dû être là aussi, parce que vraiment, lui, a mouillé la chemise, comme on dit, pour faire que ce livre existe. L'idée que les écrivains sont ceux, les créateurs, quoi, sont ceux qui sont le plus à même d'éveiller les consciences, Patrick Chamoiseau. C'est ça l'idée ? L'idée, c'est que fondamentalement, on s'aperçoit que le néolibéralisme a dépolitisé d'une certaine manière le rapport que nous avons non seulement au monde, mais aux événements du monde. Tout devient une affaire économique. Et c'est vrai qu'une large part de la déshumanisation qui est faite active, déshumanisation active, qui est faite aux migrants, vient d'une approche économique de la question. Donc et l'approche économique, elle dessèche tellement les imaginaires et elle évacue le politique que toute la dimension poétique, c'est-à-dire la perception, la sensibilité, l'empathie, la compassion, enfin tout ce qui fait l'humain, le désir d'être ensemble, le fait de vaincre sa peur pour aller vers l'autre qu'on ne connaît pas, tout ça, ça a disparu. Et je pense que en écartant la sensibilité artistique, en écartant la stimulation esthétique, on s'est appauvri terriblement. Donc il n'est pas possible de laisser la question des migrants aux seuls experts, aux seuls historiens, aux seuls économistes. Aux seuls politistes. Les artistes peuvent aussi éclairer le phénomène de manière différente. Au moment où on parle, Michel Lebris, il y a eu à Cannes un film qui vient d'être présenté, un documentaire sur Cédric Héroux, qui est cet agriculteur qui a aidé des migrants à passer des cols escarpés dans le sud de la France et qui a été condamné pour délit de solidarité. Cette notion de délit de solidarité vous inspire quoi ? Ça a du mal à passer, disons franchement. Là, parce qu'on se demande, et alors, les grandes organisations humanitaires, elles pratiquaient un délit de solidarité à ce moment-là. Il y a quelque chose quand même qui révolte. Si on revient à des choses très concrètes, vous êtes là dans un bateau, il y a des gens qui se noient devant vous, vous leur tendez la main, vous les faites monter à bord, et puis au bout d'un moment, vous leur dites, ah ben là, le type qui vous regarde, il dit non, là on a on a atteint notre quota, désolé, vous le regardez couler. C'est pas, tout simplement pas possible. L'argument qu'on entend beaucoup aujourd'hui, Patrick Chamoiseau, c'est que, en fait, l'immigration, faciliter l'arrivée des migrants, fait monter l'extrême droite. Est-ce que, pour vous, c'est un argument recevable? Et s'il ne l'est pas, comment le contrer? Ce n'est pas un argument recevable. Ça veut dire que l'on cède à toutes les parties, je dirais, obscures de notre positionnement individuel et collectif. C'est vrai qu'il y a dans toutes les cultures un peu de crainte xénophobe. Mais c'est vrai aussi que toutes les cultures, il n'y a pas une seule culture qui n'est pas pratiquée dans toutes ces dimensions de protection ou autres, qui n'est pas pratiqué des mécanismes de solidarité et d'accueil. Et ça, donc c'est les principes fondamentaux qu'il faut rappeler. Ce sont des principes fondamentaux, et il est plus facile aujourd'hui pour le pouvoir libéral, néolibéral, de flatter les ombres, de flatter les peurs, d'aller vers du sécuritaire, de faire appel aux pulsions élémentaires, qui sont les pulsions de survie et de protection, plutôt que d'élever, je dirais, l'esprit humain ou toutes les assises mentales vers des choses qui sont de l'ordre du respect élémentaire de l'humain. Un délit de solidarité, ce n'est rien d'autre qu'un délit d'humanité. C'est-à-dire on vous empêche d'être humain. Parce que dans toutes les procédures humaines, dans toutes les réalités humaines, on le voit bien, ces milliers de Français qui spontanément vont devant des migrants avec du café. Les colibris, qui font la part du colibri, comme on dit. Ils font la part du colibri et ils le font spontanément. Donc ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une politique mondiale de l'hospitalité. Quelque chose que nous devons absolument exiger et réclamer.
Michel Lebris, Nadia, voulez-vous poser une question, vous interpeller à propos d'une gaffe ou plus qui a été faite par une femme politique? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'excès de langage en ce qui concerne les migrations. Le dernier en date est sorti de la bouche de Nathalie Loiseau, c'est notre ministre des Affaires européennes. C'était le 10 mai dernier. Elle débattait de la question des migrants. Elle a employé l'expression « shopping de l'asile » pour désigner, selon elle, des Sud-Soudanais qui se baladeraient en Europe et qui seraient un peu bégueules, un peu capricieux quant à leur pays d'accueil, et des excès de langage. Il y en a eu d'autres, parler de raz-de-marée pour évoquer des gens qui meurent en mer pour venir en Europe. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui parlait de la crise des migrants comme d'une fuite d'eau à réparer. Est-ce que ça veut dire que les mots n'ont plus de sens quand on est dans cette période de crispation, de peur de l'autre? Il y a un moment où les mots comme ça, effectivement, dérapent, et après, il n'y a plus de raison de s'arrêter dans la métaphore. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'à la limite, le politique se retrouvera toujours avec ce problème du curseur à déplacer, au-delà duquel, qu'il soit pour, contre le meilleur accueil possible, ou qu'il veuille rejeter tout le monde, il sera là avec savoir jusqu'où le placer, parce qu'au-delà, il se dit, ce sera l'extrême droite qui passera. Mais pour que le curseur se déplace au maximum, c'est une bataille d'opinion qu'il y a à mener. Et là, ce sont les citoyens, ce sont les associations, ce sont les écrivains, etc., qui doivent engager cette bataille pour reconstruire un imaginaire de l'hospitalité, dire aux gens qu'ils sont plus grands que ce qu'ils imaginent, qu'il y a une part en eux de générosité, parce que les gens peuvent se rassembler par leur petit côté, de leur peur, leur égoïsme, etc. Mais c'est aussi de dire, mais il y a quelque chose en vous de plus vaste. La générosité rassemble aussi. La générosité rassemble aussi, et il y a des tas d'initiatives à avoir. Le livre, c'est pas grand-chose, mais il y a vraiment une bataille à gagner à ce niveau-là, parce que l'enjeu, c'est l'idée que l'on se fait de soi aussi. Est-ce qu'on a une petite idée de soi, ou est-ce qu'on a une idée grande de soi? L'idée grande de soi, c'est dans l'accueil toujours de l'autre, de toute manière. Michel Lebris, ô frère humain, quelle est la littérature que promeut, qu'aime, que désire, que souhaite, que valorise le Festival Étonnant Voyageur? Une littérature qui se projette vers l'ailleurs, vers l'autre, le contraire de l'autofiction. J'ai l'impression que vous avez une idée très arrêtée sur ça. Non, je suis pour la diversité. Il y a des littératures que je préfère, mais en même temps, j'ai connu une époque, moi, où il y avait des petits marquis qui prétendaient régner sur les lettres et définir ce qu'étaient les goûts et les dégoûts. Moi, je ne suis pas en train de dire littérature monde, point, et le reste, ça n'existe pas. Non, c'est dans la richesse et la diversité, mais de la possibilité du dialogue entre tout ça que ça devient intéressant, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, le point d'incandescence entre les deux, etc. Donc je ne suis pas pour l'exclusion d'autres littératures que celles que je promeus. Simplement, ce que j'aime, c'est quand la littérature rentre en incandescence avec le monde. C'est ce rapport d'incandescence que je cherche. Avec le monde et avec la mer, ce festival aurait pu avoir lieu dans une paisible bourgade Gérald-du-Sienne, du Limousin, où ça n'est que l'océan déchaîné. Oh, je suis né en bord de mer, je crois que j'ai toujours ce bruit en tête, c'est toute la vastitude du monde, tout le mystère du monde. Et dans la mer, c'est toute la puissance de destruction du monde, c'est toute la puissance de création du monde, c'est les abysses et c'est en même temps l'horizon. Donc vous naissez au bord de ça, vous regardez la ligne d'horizon, je pense que ça... C'est bon. Voilà, vous êtes pris. Chamoiseau, c'est un ogre Lebris? Oui, mais c'est quelqu'un qui a une très très grande... je dirais, vision de ce que le monde est en train de devenir. Et je pense que par la littérature, il a atteint une amplitude de sagesse qui est considérable. Et ça tombe bien, car l'intitulé du Festival Étonnant Voyageur qui démarre demain à Saint-Malo, c'est « Refaire le monde ». Ça tombe pas mal, non? C'est pas ça? Oui. Bah oui, refaire le monde. Il me regarde, il se dit... Non, mais... Je citais un écrivain voyageur, justement Bruce Chatwin, un grand écrivain anglais, qui reprenait un mythe d'aborigène australien. Avec cette belle image, il disait « Le monde est parcouru de lignes de chant ». Et il appartient à chacun de les parcourir, de le reparcourir sans cesse, en chantant, parce que sous ses pas, chaque chose s'éveillera. Mais que si le chant s'arrête, le monde s'arrêtera aussi. C'est une belle métaphore du métier d'écrivain, je crois. Bravo. Merci Michel Lebris, merci Patrick Chamoiseau. Osons la fraternité avec les migrants. Et je renvoie au dernier livre de l'ogre, Kong, sur le King Kong, le premier, celui des années 20 de Schutzack et Cooper. C'est ça? Il n'y a que celui-là qui compte. Vous avez compris qu'il est en nuance. Il est très nuancé.
Merci à tous les deux. Place à notre débat. Je vous envoie tous à Saint-Malo. Mais avant, vous regardez le débat. Un débat sur l'avenir de l'islam de France. 70 à 80% des 5 millions de Français musulmans entament ce soir le mois du Ramadan, alors que les pouvoirs publics se sont engagés dans une consultation des organisations musulmanes. Est-ce à l'État de structurer l'islam en France? On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez. Un mois de jeûne, de l'aube au crépuscule. Un mois de prière et de solidarité. Les musulmans de France entrent aujourd'hui dans le mois sacré du Ramadan. Comme chaque année, pour faire face aux attentes des fidèles, des imams sont arrivés en renfort de l'étranger, soulevant cette fois des questions, jusque sur les bancs du Sénat, sur leur profil. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Et leur compatibilité avec les principes fondamentaux de la République. Des listes sont fournies au ministère de l'Intérieur, soit de gens qui sont annoncés comme imams, soit par des visas touristiques. Et il y a un criblage par nos services de police au niveau national. En toile de fond de cette controverse, la menace terroriste, mais aussi un engagement du président Macron. Former davantage d'imams français. Le chef de l'État planche sur une série de mesures pour, dit-il, mieux structurer et enraciner un islam de France sous influence étrangère. L'an passé, lors d'un dîner de rupture du jeûne, il avait associé les responsables du culte musulman à sa démarche. Nous avons aujourd'hui en commun des combats à mener. Le premier combat, c'est le combat contre le fanatisme et sa diffusion. Personne ne peut faire croire que votre foi n'est pas compatible avec la République. Mais est-ce à la République et à son président, garant de la laïcité, de réorganiser la deuxième religion du pays? 15 ans après la naissance du Conseil français du culte musulman, Emmanuel Macron veut-il créer de nouvelles instances pour représenter l'islam de France? Bonsoir à tous les trois. Aurélien Taché, vous êtes député référent laïcité au mouvement pour le parti La République En Marche, le parti présidentiel. Vous êtes député du Val d'Oise et vous considérez que l'État doit être aux côtés des musulmans, excusez-moi, c'est écrit trop petit, pour les accompagner avec la ficelle sur un certain nombre de sujets mis à disposition des mosquées. Mais l'organisation du culte relève d'abord des fidèles eux-mêmes. À côté de vous, Mohamed Bajrafil, bonsoir. Vous êtes théologien et imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine. Vous avez écrit ce livre, ce pamphlet, ce cri en tout cas, « Réveillons-nous, lettre à un jeune Français musulman » qui a été publié au mois de février de cette année aux éditions Plein Jour. Vous considérez, Mohamed Bajrafil, qu'en tant qu'État laïque, la France peut aider les musulmans à s'organiser, mais n'a pas à se mêler des affaires de l'islam. Vous êtes contre la hiérarchisation et la cléricalisation de l'islam et vous voulez tout simplement le libre arbitre du croyant. Et enfin, Isabelle de Golmine, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du quotidien La Croix. Selon vous, il est absurde que les imams exerçant en France soient formés à l'étranger. Il est grand temps, vous considérez, que les universités publiques françaises enseignent la théologie et l'islam. Et on démarre avec une question d'un de nos spectateurs internautes assez intéressé et motivé par le sujet, Nadia. Oui, un téléspectateur qui voudrait savoir pourquoi il n'y a pas une entité faisant autorité et consensus, un peu comme le Vatican, pour l'islam. Mohamed Bajrafil, effectivement, il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite. Est-ce qu'il faut le déplorer? On entend beaucoup ça, que ce serait plus simple. Alors, surtout pas. Moi, c'est au contraire quelque chose à encourager parce qu'in fine, en islam, on nous apprend que l'homme est responsable et seulement responsable de ses actes. Encourager le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, et de toute façon, il n'y en a jamais eu, parce que même le prophète n'est pas intermédiaire entre Dieu et ses créatures, mais plutôt quelqu'un qu'on a envoyé pour réveiller les gens et les appeler à prendre conscience du fait qu'ils ont à s'adresser uniquement à leur créateur. Mais ça ne servirait pas aussi d'interlocuteur, Aurélien Taché, avec les institutions? Il n'y a pas de clergé dans le judaïsme, mais il y a un grand rabbin de France, par exemple, qui permet aussi, qui est un des interlocuteurs de la religion juive en France. Est-ce que ça ne vous manque pas, vous? Non, mais on peut poser la question de l'interlocuteur sans poser la question d'un clergé ou d'une forme
de verticalité. On peut très bien imaginer que les croyances se rassemblent dans des associations, qu'à partir de là, il y ait une forme d'organisation nationale. Prenez les protestants, par exemple, une fédération protestante. Et voilà, on n'a pas de clergé et ça permet effectivement au pouvoir public d'avoir un interlocuteur identifié. Pour un certain nombre de sujets, ça peut être utile, mais je ne crois pas qu'on ait, de toute façon, nous, à décider sur le plan théologique de savoir s'il y a besoin d'un clergé ou non en islam. Voilà. Alors, on va s'intéresser à un chiffre qui concerne une réalité qui est la réalité d'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est 300, le chiffre du jour. C'est le nombre d'imams étrangers qui arrivent en France, qui sont arrivés en France, puisque le ramadan a commencé, on l'a dit aujourd'hui, et donc il y a un manque d'imams dans le pays pour psalmodier ou pour prêcher. Ils viennent notamment du Maroc et d'Algérie. Ils bénéficient d'un visa court. Alors, ce n'est pas une pratique nouvelle, il y en a chaque année qui arrivent en France, mais Isabelle de Gomine, ça fait parler davantage aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause du contexte d'attentat ou est-ce qu'il faut déplorer qu'il n'y en ait pas suffisamment en France ? En fait, oui, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas assez d'imams français pour aujourd'hui prêcher pendant le ramadan, mais aussi en dehors du ramadan. Vous savez que chaque année, l'Algérie, elle envoie 130 imams, elle les paye. Le Maroc en paye à peu près 30 et la Turquie en paye 150. Et ça, donc ce sont des accords bilatéraux entre la France et les pays d'origine. Alors, c'est pas non plus complètement nouveau. Quand les Italiens sont venus en France au début du siècle, l'Italie, l'Église italienne envoyait des prêtres pour s'occuper des Italiens. Donc il y a aussi un rapport au pays, rapport à la culture qui peut se comprendre, mais ça peut pas durer éternellement. Là, vous avez des musulmans, ils sont leur 3e génération en France. On va pas envoyer des Marocains pour les enseigner. Ça n'a plus de sens. Mohamed Marjafil, que font-ils ces 300 imams qui arrivent pour la période du Ramadan? Quel est leur rôle? À quoi suppléent-ils? Le mois de Ramadan est un mois de prière, notamment nocturne, qui appelle généralement des gens qui connaissent le Coran par cœur pour le psalmodier. Alors généralement, on choisit celui qui a la belle voix, etc. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a déjà, maintenant, on en est à la 3e ou 4e génération de musulmans, de Français de confession musulmane. Et il est grand temps qu'on coupe le cordon ombilical. C'est toute la question de la formation des imams. Il n'y a pas suffisamment d'imams. Et on attend toujours la vision d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Il devrait, nous dit-on, s'exprimer dans les jours à venir, d'ici la fin du premier semestre 2018. Mais déjà, il y a un certain nombre de choses. Quand même. mais et notamment, justement, on va l'entendre l'an dernier, il avait posé des jalons, et notamment sur la formation des imams. On écoute le chef de l'État, c'était l'an dernier, à l'occasion du dîner organisé par le CFCM. Nous avons besoin de construire et d'assumer pleinement une formation aussi en France de l'ensemble de celles et ceux qui procèdent aux prédications pour l'islam en France. Elles auront aussi le soutien par le biais des bourses de la Fondation de l'Islam de France, dont l'engagement de son président et de son conseil d'administration n'est plus à souligner. Aurélien Taché, est-ce qu'il faut former des imams? Est-ce que l'État doit prendre cette responsabilité directe ou au contraire la déléguer, mais en supervisant? Non, mais on voit bien, on vient de le dire, qu'il y a un manque d'imams en France. Donc il faut se poser la question de savoir pourquoi. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des sujets de rémunération, que les imams en France étaient mal payés, donc c'est compliqué au quotidien. Qui a donc, ça rejoint un peu la première question que vous avez posée tout à l'heure, certainement besoin pour les musulmans peut-être de s'organiser sur le plan associatif pour avoir des possibilités de mieux financer notamment les imams. Après, il y a la question de la formation. C'est vrai qu'il n'existe que très peu dans l'université publique de formation adaptée. Voilà, donc très peu d'autres qui devaient être créés, mais qui ne l'ont pas été dans d'autres universités. Et donc je pense qu'il faut qu'on avance vers ça. Peut-être aussi qu'on pourrait imaginer, je sais qu'un rapport avait imaginé la création d'un campus numérique. C'est des questions qui reviennent en plus en ce moment, donc pourquoi pas, enfin voilà, qui serait dédié à ces questions. Moi je pense qu'on doit explorer, on doit avancer fortement sur toutes ces pistes. Mohamed Marjafil, est-ce qu'on peut vous poser une question très simple et très directe? Comment avez-vous été formé et que pensez-vous justement de ces questions épineuses sur la formation? Moi, j'ai été formé à l'étranger, aux Comores, auprès de mon papa et de mes maîtres. Mais c'est vrai que la question de la formation en France se pose d'autant plus qu'en islam, il est obligatoire que la personne qui va prêcher dans un endroit donné en connaisse les réalités. Et tout le problème vient de là. C'est qu'on a des gens ou des avis religieux qui sont importés de je ne sais où et qui posent problème parce qu'ils ne partent pas des réalités qui sont les nôtres. Et du coup, cela contrevient à la fois à la pratique même, à une bonne pratique de la religion et surtout, ça pose problème
dans la société. Donc il est venu, en effet, le temps de prendre le taureau par les cornes. Il existe des instituts... Et concrètement, comment ça doit se passer? Alors, il y a l'option des universités. Moi, je proposerais également, en attendant qu'on y arrive, parce que j'ai l'impression que ça prendra beaucoup plus de temps que prévu, qu'il y ait des passerelles entre les universités et les instituts qui forment actuellement des instituts de théologie, de manière à ce que les sciences humaines y reçoivent la part nécessaire, afin, encore une fois, que la lecture des textes soit accompagnée d'une contextualisation, laquelle serait faite par... Isabelle Deguin, pourquoi ça ne marche pas? Ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que c'est la loi de 1905 aussi qui bloque? C'est la loi de 1905, c'est-à-dire qu'en France, ce n'est pas possible. En France, aujourd'hui, une université ne peut pas enseigner de la théologie, sauf en Alsace-Moselle, donc à Strasbourg. C'est le concordat. Elle ne peut pas faire de la théologie, etc. Donc les catholiques ont créé leurs propres universités, ils avaient les moyens. C'est vrai que par contre, les universités catholiques en France ont des passerelles avec l'université publique pour un certain nombre de matières. Donc on pourrait, mais à chaque fois que l'État essayait, ça fait longtemps qu'on essaye, il s'est heurté au corps universitaire, qui en France est extrêmement laïque et qui refuse à tout prix. Donc la première formation pour les imams, vous savez où est-ce qu'elle a été faite? À l'université catholique. C'est quand même drôle. Moi, quand j'expliquais ça au Vatican, en disant qu'en France, il n'y avait que dans les universités catholiques qu'on pouvait former des imams. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour changer la loi de 1905 ou pas? Au moins pour permettre cela. Et qui aura le courage de le faire? Non, je ne crois pas qu'il faille changer la loi de 1905, parce que là, on va retomber dans toute une c'est série important, de parce que débats. la question se pose et on se demande si Emmanuel Macron l'envisage ou pas. Le gouvernement dit on l'a déjà changé 12 ou 13 fois. Ce n'est pas non plus une loi qui a été mineure. Et généralement, quand on parle de ça, c'est qu'on parle du financement des lieux de culte, tout ce genre de choses. Et moi, je pense qu'il faut rester sur le cadre qu'a posé la loi de 1905. Mais les diplômes d'université sont possibles aujourd'hui en islamologie. Il y a des choses que la loi rend possible. Donc, c'est peut-être aussi un travail à faire avec les présidents d'université pour voir comment on peut mettre ces diplômes d'université en place, en dehors du cadrage national, licence, master, parce que ça, évidemment, c'est autre chose. Mais... Mohamed Benjafil, vous voulez réagir? Oui, alors, les diplômes d'université, ça reste des DU, et ça, c'est pas non plus... On ne va pas faire des Averroès en faisant des DU. Il faut aller au-delà. Il faut donner... par histoire. Exactement. Donner la possibilité à ceux qui s'inscrivent ou qui par vocation, parce qu'encore une fois, comme il a été dit, c'est pas pour des raisons pécuniaires que des gens vont s'intéresser à l'imama, parce que si tu veux gagner ta vie en étant imam, c'est pas là qu'on va le faire. C'est surtout pas le métier à conseiller, c'est surtout pas le métier à faire. Ceci étant, on voit par exemple chez nos concitoyens de confession juive qu'il existe des instituts de niveau supérieur qui forment jusqu'au doctorat et qui, bien entendu, permettent d'enseigner aux côtés des sciences dites religieuses, parce que c'est entre guillemets, parce que finalement, c'est des sciences que les humains ont créées au service des livres révélés. Donc même ce qu'on appelle sciences islamiques ou sciences chrétiennes, etc., c'est des sciences que les hommes ont créées au service de ces livres. Donc il faut, je pense, arriver à une espèce de tchouk-tchouka qui serait de nature... oui, finalement, c'est malheureusement ce qui... Vous entendez, Aurélien Taché, voilà la tâche qui vous attend. Voilà, la tchouk-tchouka. C'est parfait. Je vais essayer de m'y mettre. En fait, une des dernières décisions de François Hollande, c'était un accord avec l'État du Maroc pour former des imams français au Maroc. Je veux dire, on marche sur la tête quand même. C'est quand même pas au Maroc où il y a une liberté religieuse toute relative qu'on va former des imams pour la France. Et ça se fait aujourd'hui. Avec des financements. Surtout que l'Algérie pourrait demander d'avoir sa part du gâteau, la Turquie en fera autant, et on va aller dans le sens... Ça devient un marché. Alors, on évoque, tiens, à propos de marché, le financement des mosquées qui est une sorte de thème qui cristallise absolument tous les fantasmes. Oui, avec beaucoup de fantasmes, effectivement, avec ce spectre de la main de l'étranger qui planerait sur les mosquées françaises. Déjà, on peut rappeler qu'en vertu de cette loi de 1905, les collectivités territoriales n'ont pas le droit de subventionner les lieux de culte, donc les mosquées, ni le fonctionnement, et que ce sont donc les associations qui vont collecter ces fonds qui viennent principalement des fidèles, soit 80%, et c'est d'ailleurs un point commun avec d'autres religions, parce que le culte catholique est aussi financé à 80% par les fidèles, et dans ces dons, je parle sous votre contrôle, il y a ce qu'on appelle le zakat al-fitr, c'est l'aumône qui est versée pendant le mois du Ramadan, qui peut rapporter jusqu'à 1 million parfois pour certaines mosquées, donc en un mois aux associations. Et puis il y a ce chiffon rouge, effectivement, qu'on agite beaucoup, les financements étrangers, qui représentent en fait une part assez réduite. Les chiffres varient parce qu'il y a peu de transparence, on y reviendra. On parle de 10 à 30% de projets de mosquées qui sont financés par les pays étrangers. On parle de l'Algérie, du Maroc, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite qui d'ailleurs verse le salaire de 14 imams en France. Orientation, on se rappelle que Manuel Valls
après un attentat, avait suggéré d'interdire le financement des pays étrangers. Valls veut toujours tout interdire. Alors, sans aller jusqu'à interdire, Mais, est-ce qu'on peut encadrer et tracer ces fonds Non, mais vous avez déjà rappelé dans votre propos à quel point il fallait relativiser la question quand même. Donc on est sur des sujets extrêmement minoritaires. Pour moi, la vraie question, c'est plutôt de savoir si est-ce qu'on a assez de lieux de culte en France. La réponse est il paraît qu'il en manque 2000. Voilà, donc on a ce chiffre. À peu près. Dans cet ordre-là, vous confirmez aussi. C'est difficile d'avoir un chiffre très précis, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc, il faut réfléchir à comment on peut mieux financer ces lieux de culte. On a j'évoquais en début d'émission la possibilité d'avoir, par les fidèles eux-mêmes, une meilleure structuration de ce financement. Encore une fois, je pense que ce serait utile, oui, qu'on ait une association. Avec une intervention de l'État pour accompagner ou pour... On peut accompagner la création d'une structure de ce type-là, mais enfin, c'est d'abord aux fidèles de le faire. Et on a un sujet politique aussi, parce qu'on a des maires qui refusent catégoriquement. Donc, on doit mettre des terrains à disposition. On doit encourager ça. Et là, il y a une responsabilité du politique que de le dire, ça, que beaucoup de maires le refusent. Il me semble qu'il y a deux choses à dire. D'abord, il y a une grosse injustice du fait de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que les églises catholiques, elles ont été nationalisées en 1905, donc l'État les a prises et aujourd'hui les entretient. Ce qui fait que pour les catholiques, c'est tout bénef, puisque c'est aux communes ou à l'État pour les cathédrales d'entretien, de payer l'entretien. Donc on ne paye rien. Et c'est fait. Alors que... Oui, enfin, relativement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Église ne paye que les églises construites après 1905. Donc, effectivement, pour les musulmans, il y a un problème historique qui fait que... Mais comment on fait ce rattrapage? Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie un peu française? Alors, quand même, vous avez des baux amphithéotiques qui sont donnés pour la construction de synagogues de 99 ans. Donc, c'est une intervention quand même de l'État déguisé, plus des subventions à des associations cultuelles qui ne dépendent pas de loi de 1905. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise volonté? Première hypocrisie, je veux dire, quel est l'État aujourd'hui qui finance le plus? Quel est l'État aujourd'hui qui finance le plus les cultes en France? C'est Poutine. Avec la cathédrale orthodoxe, complètement financée par Poutine. Personne n'a rien dit. Alors que l'Arabie Saoudite ferait la même chose pour les musulmans. Donc on laisse l'intervention étrangère ou pas? Il y a une hypocrisie énorme par rapport à l'islam qui fait peur. Donc voilà, d'un seul coup, c'est horrible. Est-ce que l'État devrait participer à la création? Alors l'État ne peut pas aujourd'hui, à cause de la loi de 1905, ne peut pas participer. Alors on trouve quand même des combines. Par exemple, à la Goutte d'Or, vous avez l'État a créé un espèce de centre culturel ouvert à tous. Et à l'intérieur, il y a au premier étage une mosquée qui effectivement est remplie tous les vendredis. Donc voilà, on trouve des astuces. On contourne le sujet, non? Vous trouvez? Non, je trouve que, encore une fois, c'est une question de volonté politique. Et si on n'avait pas des maires qui s'opposaient à la construction de ces mosquées et qui étaient plutôt dans une dynamique de facilitation, on arriverait à faire des choses. C'est les attentats, c'est tout ça? C'est les attentats, c'est l'islamisme, l'islam politique, le djihadisme, une peur s'interroge encore sur instrumentalisée. Est-ce que l'islam est pleinement intégré ou non à la culture française? C'est la deuxième religion. Exactement, et c'est de ça qu'il faut parler. Je pense que c'est ce discours-là que les responsables politiques doivent aujourd'hui assumer et incarner, et trop peu le font. Je pense qu'il a été à juste titre dit qu'en effet le contexte est difficile et le musulman le vit d'autant plus mal qu'il a l'impression que sa religion est associée au terrorisme et c'est pour cette raison qu'on cherche à la gérer de manière à ce qu'il n'y ait pas de terroristes, etc. Et ça se vit très difficilement. Là, c'est l'acteur de terrain qui vous le dit. Et puis, vous parliez des États étrangers, mais il se trouve que les mosquées, entre guillemets, qui sont financées, il y en a très très peu, mais comparé aux 2000, c'est vraiment, on est même pas à 3-4%. Mais ces mosquées-là sont des mosquées qui ont pignon sur rue et dont ne viennent pas des personnes qui vont aller... Parce que par ailleurs, les terroristes, ceux qui sont passés à l'acte, on sait qu'ils ont très rarement mis les pieds dans une mosquée ou étaient au contact d'imams. Et c'est ça, en fait, qui est paradoxal. Et j'aimerais franchement l'entendre souvent de la bouche de nos politiques. Mais Mohamed Majid, est-ce que c'est... Ce qui se répand dans la bouche des gens, c'est que qui dit mosquée dit terroriste, alors que finalement, ils n'y viennent même pas parce qu'ils ne considèrent pas les imams comme des musulmans. Alors, il ne faudrait quand même peut-être pas qu'on ait un discours trop iréniste. Il y a quand même un problème dans l'islam aujourd'hui. Ah, mais bien entendu. Il y a, qui concerne d'abord, d'ailleurs vous le dites très bien, il concerne d'abord les musulmans. Il y a quand même sans doute un nettoyage théologique à faire par rapport à tout ce qui est dit. Il y a sans doute une interprétation du Coran à moderniser. Il y a quand même pas mal de choses qui ne se font pas partout, vous le savez bien. Vous êtes très minoritaire aujourd'hui en France. Alors ça, je ne serais pas si quand on entend les discours de la plupart des imams... Alors moi, je suis pour que quand l'État trouve qu'un discours est déviant,
que celui qui le tient soit sanctionné. Soit quoi? Sanctionné de la manière que la justice. C'est le cas. Expulser des Français, je ne pense pas que l'État. La nouvelle loi qu'on vient d'adopter pour lutter contre le terrorisme permet de fermer des lieux de culte quand il y a des propos de violence. Et plusieurs lieux de culte ont été fermés depuis que cette loi a été adoptée en octobre dernier. Donc l'État là-dessus fait son travail. Récemment, mais est-ce que globalement, pourquoi est-ce que c'est l'État qui ferait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, Isabelle de Gaume, un problème de structuration et d'autorégulation? Exactement. Il y a dans le judaïsme, et on l'a dit, le CFCM ne fonctionne pas dans ce pays. On se demande pourquoi il y a cette difficulté de structuration. Je pense qu'il y a d'abord un problème propre à l'islam qui n'a pas fait ce qu'a fait effectivement l'Église catholique il y a 50 ans, le judaïsme aussi à une époque, etc., d'ouverture et de modernisation de sa propre religion. Et ça, je crois que c'est pas simplement des propos déviants. C'est quand même pas que des propos déviants, c'est aussi des imams qui ont des prêches qui sont à la fois très rigoristes, qui ne sont pas en soi terroristes, pas dangereux pour l'ordre public, mais simplement qui mettent les musulmans dans une forme d'obéissance sans esprit critique, je trouve. Alors ça, c'est le rôle de... liberté de conscience. Ça, c'est le rôle de l'école que de former les gens à être capables d'esprit critique. Alors, on s'arrête pour s'intéresser au Conseil français du culte musulman qui vient d'être évoqué par vous, qui a été instauré en 2003, rappelons-le, par Nicolas Sarkozy. Intéressons-nous de manière un peu malicieuse à son nouveau président, Ahmed Ogras, assez controversé, qui défend partout ardemment, amoureusement quasiment, le président turc Erdogan. Son portrait par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si Macron veut libérer l'islam de France de son emprise étrangère, le représentant des musulmans français est un franco-turc particulièrement sous influence. Alors faut-il délivrer Ahmed Ogras? Depuis un an, Ahmed Ogras est président du Conseil français du culte musulman, cette autorité sans autorité, imaginée par Sarkozy pour traduire la psyché musulmane aux non-musulmans. Mais Ahmed traduit surtout les idées courtes de son mentor turc Erdogan. Vous savez, quand on a un grand sultan, un grand président, qui a un grand projet de société, la prière, le shopping, eh bien on est fier de lui obéir, de le soutenir. Ahmed est en France depuis l'âge de 3 ans, élevé à Vendôme, 17 000 habitants, où son père était employé à l'usine de Dietrich et président de la mosquée. Mais au Verset, le Freluquet préfère les équations et devient ingénieur, puis patron d'une agence de voyage, puis militant politique. Au mi-temps des années 2000, il fonde la section française de l'Union des démocrates turcs européens, connue pour son opposition à la reconnaissance du génocide arménien en France et instrument de lobbying pour l'autocrate Erdogan, modèle de démocratie selon lui. Mais je ne dis pas qu'Erdogan est parfait. Il a son péché mignon, emprisonner les journalistes. Bon, mais qui n'a pas ses petites faiblesses? Vous? Pour éviter les querelles de minarets entre Algériens, Marocains et Turcs, la présidence du CFCM est tournante. Mais déjà, l'élection d'Ahmed à la tête des musulmans turcs de France, à main levée, avait fait l'objet d'une plainte de son prédécesseur pour non-respect des statuts. Bien sûr qu'il peut y avoir quelques frictions entre nous. On est méditerranéens, mais rien de méchant. Des sourates et des hommes, un classique des histoires de culte. Merci Thibault Nolte. Benjamin Sportouche, dernière question. Mohamed Bajrafil, très rapidement, pourquoi ça ne fonctionne pas, ce CFCM qu'a créé, je le rappelle, Nicolas Sarkozy, qui était censé représenter l'islam de France? Pourquoi ça ne marche pas? Pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons, dont le fait, encore une fois, que moins de 10% des musulmans de France vont à la mosquée. Donc chercher à les doter d'une structure dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, c'est au fond... Le CFCM, c'est obsolète, ça ne sert à rien. Le problème, c'est que ça a été organisé de manière consulaire, un peu comme les anciens colonisateurs. Donc on a mis la Fédération des musulmans du Maroc, des Turcs, des Algériens, etc. Donc à revoir. Ce qui ne correspond pas à l'islam d'aujourd'hui. Il a du boulot, Macron. Merci, oui, vous le direz. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. Dans un instant, l'inauguration par Vladimir Poutine du pont qui relie la Russie et la Crimée. Il paraît que les voitures ne peuvent pas circuler. Et puis, on se concentrera sur les dernières inventions de l'apprenti sorcier. Quelle entreprise? Google, avec les deux Mirliflor, Mauduit et Saltiel. Mais d'abord, désintox. Ce soir, Donald Trump, propagateur de fake news, 3000 répertoriés selon le Washington Post depuis janvier 2017. Ce soir, est victime lui-même d'une fake news. Tout arrive, l'arroseur arrosé. Dès son arrivée tonitruante dans la vie politique américaine, Donald Trump s'est fait remarquer comme le président des fake news. Depuis le début de son mandat, le Washington Post lui attribue plus de 3000 déclarations incorrectes.
Mais Donald Trump n'a pas le monopole de la fake news et lui arrive aussi d'en être victime. Le site d'opinion WashingtonSource.org, qui attaque régulièrement sa politique, a publié le 7 mai 2018 un article selon lequel Trump vote pour la peine de mort pour les homosexuels. Le site note que le président américain et son administration viennent de voter, comme l'Irak, l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, contre une résolution des Nations Unies visant à interdire la peine de mort pour les homosexuels. En cherchant des informations sur ce vote, Desintox a pu découvrir que, contrairement à ce que note Washington Source, ce vote ne vient pas d'avoir lieu et que la position américaine est plus complexe que cela. Il s'agit en réalité d'un vote qui a eu lieu au Conseil des droits de l'homme à Genève en octobre 2017, vote qui avait suscité des critiques dans la presse américaine et obligé l'administration Trump à expliquer « Nous avons voté contre la résolution en raison de préoccupations concernant la condamnation par cette résolution de la peine de mort en toutes circonstances », avant d'ajouter que les États-Unis condamnent sans équivoque l'application de la peine de mort pour homosexualité, blasphème, adultère et apostasie, et que cette position était déjà la même auparavant. Ceci, en revanche, est inexact, puisque l'administration Obama s'était simplement abstenue sur ce point en 2014. Néanmoins, il est trompeur de dire que Donald Trump a voté pour la peine de mort pour les homosexuels, il a juste préféré choisir la survie de la peine de mort en général. Merci Desintox. Bonsoir. Bonsoir. On gâtifie, non, on les aime tellement. On bêtise. Tout le monde vous aime. En plus, chaque fois qu'on va quelque part, on nous dit « Oh, les deux, à la fin, ils sont merveilleux. » Bon, c'est vrai. François-Xavier, ok. Alors, c'est comme un enfant, il a conduit son gros camion. Vladimir... Non, pas lui, Poutine. Non, mais vous avez vu les images? Poutine, dans son camion, sur le pont qui relie la Russie et la Crimée. Voilà. Bon, la Crimée qu'il avait annexée. Un petit peu. Plus personne ne le dit, mais enfin, si, on s'en souvient. Bon, et alors, de quoi on parle? De l'Antiquité? Oui, la même région dans l'Antiquité. Au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, sur les bords de la mer Noire, que les Grecs appelaient le pont Euxin. Vous voyez comme quoi c'était déjà une histoire de pont. Commence la colonisation grecque. Alors déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que viennent faire les Grecs dans cette région? Ce sont de grands navigateurs. Ils ont fondé plein de petites cités comme ça dans toute la Méditerranée. Donc c'est logique qu'ils aillent aussi en mer Noire, surtout que les terres sont fertiles et les eaux sont pleines de poissons. C'est absolument génial. Mais ils sont en contact avec un autre monde, un monde barbare. En tout cas, barbare, c'est comme ça que les Grecs appellent tous ceux qui ne parlent pas leur langue. Et alors, parmi ce monde barbare, il y en a des paisibles, des tout gentils qui sont agriculteurs, mais il y en a d'autres un peu plus menaçants, des nomades, notamment les Scythes. Et effectivement, à plusieurs reprises, profitant de l'hiver quand la mer est gelée, les Scythes comme ça s'approchent dangereusement. C'est pour ça que les cités, toutes les petites cités grecques de Crimée actuelle, décident de se regrouper. Elles travaillent dur comme ça pour s'unir, ce qui forme le royaume du Bosphore, bien sûr. On est à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et se met en place une organisation assez originale, en fait, qui alterne en monarchie, tyrannie. Ces Grecs d'Orient sont très copains avec les autres Grecs de Méditerranée, notamment avec Athènes. Le royaume du Bosphore fournit beaucoup de blé, enfin du blé à la on Bosphore, nous aussi. Là. Mais ça reste quand même une zone de contact entre des Grecs et des barbares. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas tout le temps en train de se taper l'un sur l'autre. Eh bien non, l'archéologie montre qu'il y a une influence barbare, disons, dans la culture grecque de ce royaume du Bosphore. Et à l'inverse, il y a une forme d'hellénisation de ces barbares. Comme quoi, depuis les millénaires, cette région de Crimée est un pont entre deux mondes. Alors, vu qu'on évoque l'inauguration d'un pont par Vladimir Poutine, laissons la parole à une grande fan de la Russie. Vous allez voir une gentille petite scénette où l'on retrouve Mireille Mathieu. Vous j'irai pas à l'inauguration. Mais on inaugure ton pont. Mon pont? Quel pont? Ah oui, le pont. Ton pont. Mon pont? Eh bien, mon pont, je m'assois dessus. Marie, tu vas pas leur faire ça. Il faut couper le ruban. Il faut couper le ruban. J'ai déjà les jambes coupées, je couperai rien du tout. Allez, on a échappé au pont d'Avignon. Ah ben c'est ça, le pont, ton pont. Et toi, ton Google. Alors, Google, oui. Alors, parlons de Google. Imaginons le jour où nous ne serons plus capables au téléphone de distinguer la voix d'un humain de la voix d'un robot. Eh bien, ce jour est arrivé, puisque Google vient de présenter dans un grand show à la Silicon Valley son dernier outil, sa dernière trouvaille. Ça s'appelle Google Duplex et c'est un assistant personnel, un robot qui est capable de prendre à votre place une réservation au restaurant, un rendez-vous chez le médecin ou encore chez le coiffeur. Vous allez voir, on va écouter ensemble, c'est assez saisissant. Pour rappel, à droite, c'est bien la voix de l'humain et à gauche, c'est la voix du robot. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second.
Vous avez vu, même les hésitations de la voix humaine ont été anticipées par l'intelligence. Enfin, elle parle comme un canard un peu. Ce robot, alors c'est un petit votre canard. Alors ensuite, le robot, qu'est-ce qu'il fait? Il cale sur votre agenda en ligne, bien sûr, ce rendez-vous, puisque la coiffeuse n'y a vu que du feu et a bien réservé une petite place dans leur salon. Alors la salle, bien sûr, exulte, ils applaudissent, mais il y a quand même quelques voix discordantes, celles de chercheurs américains qui s'inquiètent des dérives de cette innovation. Quid de l'usurpation d'identité, des fake news et autres arnaques. Et oui, l'usage peut être terrifiant. Voilà pourquoi Google a dû un petit peu reculer en obligeant maintenant son robot personnel à se présenter à l'humain comme un robot. Ça semble tout de même la moindre des choses. Mais pour nuancer un peu cette vision angoissante du futur, parfois, les voix de synthèse ont bien du mal à se faire comprendre. Depuis hier, il y a un enregistrement sonore qui divise la twittosphère. Mais alors là, vous allez voir tout le monde se battre car personne n'entend la même chose. Alors je vous invite à faire l'expérience dès maintenant autour de cette table et bien sûr chez nos amis téléspectateurs. Alors, entendez-vous Yanni ou Laurel? On écoute. Laurel. 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 Yanni. Laurel. Laurel. Et on est tous convaincus d'entendre soit Yanni, soit Laurel. Il n'y a pas de doute. Et alors? Voilà, mais c'est un mystère du cerveau, c'est une illusion acoustique. Et ce mystère, figurez-vous, la machine ne l'explique pas. Du coup, tout le monde s'écharpe. Et s'écharper, ça fait du bien. On ne l'explique pas. On ne l'explique pas, c'est un mystère. Et un mystère, c'est tellement humain. Et à la radio? Non, vous n'aurez pas ce problème, vous, dimanche à la radio. Non, sur RTL. Le grand jury, comment? Le grand jury quoi? RTL. Le Figaro. Midi, avec ma voix. Merci mes amis, à suivre Au-delà des murs, une série fantastique envoûtante dans laquelle une jeune femme, se trouve prise au piège d'un monde parallèle. Et on se quitte avec l'ensemble Al-Kindi de Julien Jalal et Dean Weiss. Il est mort hélas en 2016 et sa musique arabe savante et ensorcelante. Tchuss.